18 millions d'habitants. Alors élu en 2011, Mahamadou Issoufou affronte 3 adversaires principaux. Il s'agit donc de 2 anciens premiers ministres, Seyni Oumarou et Ama Amadou, ainsi que Mahaman Ousmane, président élu du Niger de 93 à 96. Maintenant, les tendances commencent donc à se développer dans le pays. Nous en parlerons sur ce plateau avec nos invités. Et puis, nous irons de côté de la Libye alors que le chaos règne dans le pays. Les frappes américaines s'intensifient de plus en plus. Vendredi dernier encore, un raid américain en territoire libyen a été effectué par des avions de combat. Le bilan fait état d'une 50aine de morts, des victimes qui seraient des combattants de l'État islamique en Libye. Quelle lecture ou encore quelle analyse peut-on en faire? Cette émission sera bien sûr réalisée en duplex avec les plateaux de N'Djamena là-bas. Nous retrouverons Abdoulaye et ses invités. Mais avant, nous allons d'abord présenter ceux qui nous accompagnent ici au plateau central ce soir. Donc, je commence par vous, Stéphane Choubou. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Manuel Assiquet, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux milieux d'Africains et autres qui sont connectés actuellement pour nous regarder. Je voulais saluer, Manuela, si vous me permettez, l'élection du président Touadéra au niveau de la RCA. Je pense qu'il n'aura pas une tâche facile. Je voulais interpeller le peuple centrafricain de pouvoir l'accompagner dans cette démarche et même les hommes politiques là-bas, qu'ils ont plus besoin aujourd'hui de s'orienter vers une conversion, en fait de s'orienter vers une convergence des idées pour reconstruire la Centrafrique. Parce qu'aujourd'hui, dans la division, rien ne peut se faire. Et j'appelle aussi les peuples africains, et même les présidents africains, de le soutenir. Parce qu'on a toujours beau critiquer la présence des externalités dans notre système de développement qui viennent spolier nos richesses. Mais à l'encontre, nous avons abandonné ces hommes d'État, ces hommes politiques, à la merci de ceux-ci. Or, ça peut permettre la pénétration, afin que nous puissions nous retrouver dans ce spectacle désolant, permanent pour les peuples africains. Donc, il faudrait autour de lui l'encadrer et l'encourager pour qu'il puisse porter son projet de société, pour qu'il puisse réaliser justement le bonheur que les Centrafricains attendent. Merci. Voilà, merci Stéphane Choubou. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons au peuple centrafricain. Luc Michel, vous êtes également là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Manuela. Bonsoir aux collègues panélistes, ceux de Douala, de N'Djamena. Bonsoir surtout aux nombreux téléspectateurs et à tous les habitants de Douala où je séjourne en ce moment, qui chaque jour me font part de leur affection. Moi, je voudrais dire un mot sur ce qui se passe au Burundi. Actuellement, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se trouve à Bujumbura. Et c'est l'occasion pour le président Nkurunziza du Burundi de montrer qu'il joue réellement le jeu du dialogue national. Il y a eu une amnistie qui a été décrétée aujourd'hui. Plus de 2000 prisonniers sont sortis de prison. Il y a eu également une partie des mandats d'arrêt internationaux qui avaient été émis contre des gens qui avaient soutenu le putsch pro-américain du mois de mai, qui ont été amnistiés, les mandats ont été annulés. Et surtout, le président qui joue le jeu, soutenu par ses pairs panafricanistes, on peut citer Obiang Mbasogo, on peut citer Idriss Déby, et on peut citer quelqu'un qu'on n'attendait pas il y a quelques mois, qui est le président du Nigeria, Buhari. Buhari qui a été revenu humilié par Obama de Washington et qui est en train de s'éloigner très vite de ses positions pro-américaines. C'est Buhari qui a été le principal soutien de Nkurunziza à l'Union africaine pour empêcher ce qui aurait été le soutien de l'Union africaine à l'agression d'un pays. Vous savez qu'au moment du putsch, des radios libres qui avaient été financés par l'ONG Osiwa de George Soros ont été fermés au moment du putsch pour avoir appelé au renversement du gouvernement légal. 2 de ces radios ont été réouvertes. Elles ont accepté le jeu, c'est-à-dire de ne plus jeter de l'eau sur le feu. Nkurunziza, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un président comme les panafricanistes que j'aime, qui avancent par petits pas, qui avancent par des actes concrets. Et rappelons quand même, parce que c'est l'information principale, Nkurunziza, comme d'autres, commence à développer des positions panafricanistes réelles, dans le sens de celles qui sont les nôtres sur Afrique Média. D'accord, merci à vous, Luc Michel. Davaris Goudjou, vous êtes également là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manuel Assiquet, bonsoir mes copanélistes. C'est pour moi un honneur particulier que d'être là ce soir pour donner ma très modeste contribution pour l'édification de notre continent. Moi, j'ai un regard particulier envers l'armée camerounaise, une félicitation particulière envers le chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence Paul Biya.
Pourquoi? Parce qu'il approvisionne l'armée camerounaise en matériel digne de ce nom. Par exemple, il y a de cela à peine quelques jours, il a acquis du matériel russe, en particulier les Mi-24, qui sont les hélicos de combat et d'attaque extrêmement puissants. Et avec ce type de matériel, nous pensons que l'armée va facilement faire face par rapport à Boko Haram. Parce qu'avec ce type de matériel, même à 25 km, une cible qui est localisée, identifiée et verrouillée est détruite. Avec sa capacité de tir de plus de 1500 balles par minute, nous sommes convaincus. Et c'est ce type de coopération que nous avons besoin. Pourquoi? Parce que ça fait à peine quelques semaines, l'ambassadeur russe à Yaoundé, son excellence Rybourinski, avait dit que la Russie était prête à aider le Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Et nous pensons que ce ne sont pas seulement les paroles en l'air. Le président Poutine, par son ambassadeur, a réagi fermement. Et c'est ce que nous pensons. Au niveau de la coopération, cela doit passer par le concret. Et le fait que le Cameroun se tourne par la Russie, et avec l'acquisition de ce matériel, il y en a encore un autre qui va être acquis dans quelques semaines. Et surtout, il y a des Camerounais déjà qui sont en train de suivre la formation en Afrique du Sud, parce qu'il y a un détachement. Il y a une entreprise sud-africaine avec l'entreprise russe Rostec qui ont créé une autre entreprise locale dans la formation et le maintenant de ce type d'appareil. Les Camerounais sont en train de suivre la formation. Donc, en formation, une autre vague également arrive. Très bien, oui. Et nous pensons que c'est ce type de coopération dont le Cameroun en particulier a besoin et l'Afrique en général. Pourquoi? Parce que, comme on le dit toujours, le terrorisme, c'est une attaque globale et attaque globale, réponse globale. D'accord. Merci à vous, Dalvarez Goujono Assadio. Vous êtes également là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Malien Lassiké. La nouvelle qui nous amène dans sa fouille, M. Goudjou, moi, me comble. C'est comme dans les bouts de bois de Dieu, quand le gars disait à Bangoura, mon bonheur pour la journée est assuré, parce qu'aujourd'hui tu m'as annoncé la grève. Ça, c'était les anciens cheminots qui, pour un rien ou où, ils partaient en grève, puisque ça ne les arrangeait pas. C'est bon, si le Cameroun a acquis cette forme d'arme, ça sera très bien. Et les Russes, on nous avait caché les Russes. C'était une erreur de nous retarder. Les Russes sont inquiets dans leur développement. Ils n'ont pas de colonie en Afrique. J'ai l'habitude de dire, comme me le répète mon ami Luc à côté de moi, c'est vrai, il y a des bons blancs. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de bons. Il y a des blancs même qui ont refusé la France pour aller combattre pour l'Algérie. C'était des gens inquiets. Maintenant, je suis en train d'être un peu content parce que je vois des élections partout en Afrique. En Ouganda, c'est vrai, il a embastillé quelques opposants, mais ils sont venus à la raison. C'est cette Afrique que nous cherchons. Les gens vont aux élections. Bon, souvent, c'est quand les résultats sortent. Mais l'exemple de la Centrafrique nous a été très bénéfique. Il n'y a pas encore de troubles. Je dis encore. Et d'autres élections viendront. Au Gabon, par exemple, je crois que ça sera calme. Voilà. Et que vraiment l'Afrique va progresser de ce côté. Quand on dit que tu as perdu, tu t'arranges pour aller faire la campagne encore pour des années et que tu puisses gagner. Voilà, merci à vous, Noah Sedjo. On va essayer peut-être de renvoyer l'antenne du côté de Djamena Abdoulaye et à ses invités. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir également à tous vos invités. Bonsoir Manu Lassik, bonsoir aussi à vos invités du côté de Douala, bonsoir aussi amis téléspectateurs, vous qui nous regardez un peu partout dans le monde. Manuela a évoqué les sujets que nous allons débattre tout à l'heure, nous entendons les avis de nos panélistes. Je vais rapidement faire la présentation de ceux ici du côté de Djamena qui m'accompagneront tout au long de cette soirée. Je commence avec l'Altim Narcisse qui n'est plus à présenter, qui est un habitué des plateaux de Afrique Média. Bonsoir Narcisse. Bonsoir Cyprien, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir pour apporter, comme d'habitude, ma modeste contribution aux questions d'actualité de l'heure. Je profite de cette occasion pour saluer les panélistes de Douala, et plus particulièrement mon grand frère Sadio. Saluer également ma nièce, Dr Mogode Judith, et ensuite Mbayram Aladoum. Voilà, petit souci du côté de N'Djamena. De toutes les façons, nous allons vous renvoyer l'antenne là-bas lorsque tout sera réglé, Abdoulaye. Donc, on va prendre cette petite transition et aborder la première thématique de la soirée.
Bien voilà, présidentielle au Niger, les tendances commencent donc à se développer. D'Alvarez Goudjou, alors les premiers résultats de ce premier tour des présidentielles au Niger commencent donc à se faire connaître. Le président sortant, Mouhamadou Issoufou, a recueilli à peu près 35,66% des voix. L'opposant Ama Amadou, qui a battu campagne, on le rappelle, en prison, lui, il a recueilli 31,54% des suffrages. Il est donc le second sur la liste. Alors, ce sont là les résultats publiés par la commission électorale indépendante. Quelle est l'analyse que vous pouvez en faire déjà par ces premiers résultats partiels? Premièrement, Manuela, quand on regarde ce résultat de manière transversale, on se rend compte que d'abord, dans le contexte général, nous avons qu'il y avait quand même 15 candidats, plus le président Amadou, donc il y avait 14 adversaires contre lui. Oui. Nous nous rendons compte que si l'opposition au Niger n'était pas hantée par l'un des grands démons de l'opposition dans beaucoup de pays africains, l'opposition aurait pu gagner. Parce que si le président Issoufou est autour d'une trentaine, un peu plus de 30%, oui. et que l'un de ses principaux opposants, qui bat même campagne en prison, Amadou, est autour de 30% aussi. Très bien, ils sont très proches, il n'y a pas un très grand écart. Cela montre clairement que si l'opposition, si les 14 autres candidats s'étaient mis ensemble, il y avait des chances que le président Amadou soit disqualifié. Mais on parle quand même d'une coalition qui est prévue entre les principaux partis d'opposition. Est-ce que cette coalition-là est possible quand même de renverser le président Amadou? Non, la réalité en Afrique est un peu différente. Dans beaucoup de pays africains, premièrement, il faut noter que la coalition, on pouvait faire une coalition dès le début. S'il y a quand même 14 candidats, 14 personnes qui ont un désir égoïste de gagner le président, d'occuper le fauteuil présidentiel, nous pouvons dire qu'ils pouvaient quand même s'entendre pour diminuer quand même le nombre de partis prenants pour se présenter. Pourquoi? Parce que généralement en Afrique, les instructions de vote ne sont pas très suivies. Ça veut dire, au deuxième tour, quand vous dites ne me votez pas, votez plutôt tel, quelqu'un contre qui vous étiez il y a de cela à peine quelques jours ou quelques heures, ça ne passe pas très facilement dans la tête de la population. Surtout que dans le contexte nigérien et pour un certain nombre de pays, les gens votent beaucoup plus en tenant compte du lien ethnique. Ce n'est pas trop les programmes politiques que l'on suit. Oui. Donc l'on te vote parce que tu es proche de mon ennemi, tu es proche ici. L'exemple justement de Hama Amadou, qui a justement eu plus de pourcentage à Niamey, où se trouve justement son fief. Exact. Oui. Mais l'on peut remarquer quand même dans le contexte général que les élections se sont passées globalement dans une relative paix. Pourquoi? Parce que l'on craignait, notons que en dehors du Cameroun, du Niger et du Nigeria, du Tchad aussi, qui sont particulièrement frappés par Boko Haram, le Niger aussi est beaucoup frappé par Boko Haram. Oui. D'ailleurs que des gens avaient peur pour un certain nombre de localités, que ce soit à Agadez, que ce soit à Taboise, que ce soit à Zinter, même à Difa, il y avait pratiquement un couvre-feu à Difa. Mais malgré cela, il y a les élections qui sont passées et dans un contexte relativement apaisé. Mais ce que je peux déplorer, pour moi, c'est vrai que l'on ne tient plus compte de ça, c'est beaucoup plus ce que l'on a appelé le vote par témoignage. Donc, du fait que vous n'ayez pas une pièce d'identité, mais que deux personnes, vous pouvez venir avec deux personnes qui disent que oui, nous le connaissons, les Nigériens, et que la personne vote. Nous pensons que, en fait, moi, c'est un avis particulier, peut-être que je me trompe, mais je me dis que ce n'est pas très bien. Vous pensez qu'on ne peut pas se fier à oui, on ne peut pas totalement se fier, car tout le monde pourra ramasser n'importe qui est venu dire, moi je le connais et on vote. Pourtant, on a la possibilité de voter qui par le passeport, qui par la CNI, qui par même le permis de conduire, on peut voter avec. Donc, si on laisse ces trois, surtout que ça concerne quand même beaucoup de personnes, parce que le nombre d'électeurs, c'était 7,5 millions d'électeurs et il y avait quand même jusqu'à 15%, donc un peu plus d'1 million de personnes. Vous savez, avec plus d'1 million de personnes, on peut quand même faire basculer les élections. Donc c'est une partie quand même considérable de l'électorat, plus de 15%. À mon avis, c'est peut-être quelque chose qui pouvait un peu entacher, mais globalement, tout s'est bien passé. Nous espérons que les Nigériens vont continuer à faire preuve de cette sagesse. Mais puisque vous en parlez, de toutes les façons, ces élections étaient quand même sous la direction, sous la couverture justement de cette organisation-là, des observateurs en tout cas, électoraux. Alors, comment comprendre que ce processus-là ait quand même pu être autorisé, ou alors c'était par rapport à une chose, ou alors une mesure spéciale, en tout cas, vote par témoignage? Disons que c'est passé. Et globalement, la plupart, si des personnes ont accepté d'aller aux élections dans ce contexte-là, je vais dire les partis d'opposition, ça veut dire qu'ils ont accepté cela, qu'ils ont accepté le jeu. Surtout quand même, quand vous parlez, vous faites bien de faire allusion aux observateurs, il y avait quand même plus de 6000 observateurs sur l'ensemble du Niger, c'est assez considérable. Qui l'Union africaine en a envoyé près de 40, qui l'OIF qui en a envoyé plus de 10, etc., etc. Nous pouvons dire que tout le territoire nigérien était vraiment quadrillé
la grande partie a été quadrillée et que, effectivement, les élections sont passées de manière acceptable. Pourquoi? Parce que tout ce que nous jugeons, c'est très difficile d'obtenir les élections parfaites. C'est très difficile d'obtenir les élections saintes, mais tout ce que nous disons, et ça devrait être le vœu de chaque Nigérien, c'est que le Niger puisse avoir une paix totale et pouvoir renouer avec la croissance. En tout cas, au vu des résultats, Luc Michel, quand même, on se rend compte que ces résultats-là, comme on l'a dit tantôt avec Davares Goudjou, entre le président sortant Mohamedou Issoufou ou encore Hama Amadou, il n'y a pas un très grand écart par rapport à ces résultats-là, par rapport aux élections dans d'autres pays où on soupçonnerait en tout cas des trucages. Alors, est-ce que ça veut quand même dire qu'on peut réellement se fier à ces résultats-là? Écoutez, je ne vais pas cracher sur ces élections qui se déroulent dans un climat apaisé, alors qu'on voit ce qui s'est passé en Centrafrique ou ailleurs, où on a une farce électorale. Il y a ça dans d'autres pays. Ici, on a simplement un éventail de candidats. Beaucoup de ces candidats sont des gens qui étaient associés aux affaires. Il y a des anciens ministres, il y a des membres du parti qui est encore le parti présidentiel, qui ont fait dissidence. Comme on l'a dit, l'opposition a fait une grosse erreur, c'est de ne pas s'entendre. Ils voulaient faire une coupole 2016, ils ne l'ont pas fait dès le départ. Oui. Il faut dire quand même un mot aux téléspectateurs sur celui qui est le principal opposant, Amadou. Oui. Il est en prison pour une affaire curieuse. Il est impliqué dans ce qu'on appelle une supposition de naissance, c'est-à-dire qu'il aurait participé à la déclaration d'une naissance d'un enfant par une femme qui n'en est pas la mère. C'est prohibé par le droit nigérien. Il est en prison. Lui crie au complot politique. C'est une affaire qui est bizarre. Évidemment, ça a limité sa capacité à rassembler, à faire campagne. Vous pensez que ce n'avait pas été le cas, les résultats auraient été différents? Je pense probablement que le candidat, le président Issoufou, arrivé en tête, aurait fait moins. On a maintenant le reste, la différence, etc. Au vu du nombre de candidats, c'est normal que le candidat arrivé en tête, même si est le président sortant, n'ait pas fait plus de 35%. Il y a des irrégularités, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs. Il y a une mission officielle de la CEMAC aussi, qui contrôle au niveau national la façon dont les élections se déroulent. Maintenant, moi j'attire l'attention sur quelque chose. Il ne faut pas que l'opposition en profite pour déstabiliser le système. Parce que ça commence. On commence à contester les résultats. On commence à contester les votes. Le président a fait une erreur majeure. C'est cette histoire du vote par témoignage. Ça, c'est aussi une farce. Pas quand on lui donne l'ampleur qu'il va visiblement avoir. C'est la voie ouverte à toutes les contestations. Non, je vous le dis, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi ou plus démocrate que la démocratie. On a quand même une élection qui s'est déroulée sans meurtre, sans opposants arrêtés, sans éruption de violence. Il n'y a pas eu, comme en Ouganda, des voitures incendiées. Il n'y a pas eu des émeutes insurrectionnelles qui expliquent le sort, d'ailleurs, les arrestations d'un candidat. Donc, il faut quand même saluer ça. Le résultat, il en sera ce que les Nigériens en font et ce que les policiers nigériens en feront. On verra. Il y aura visiblement un deuxième tour, puisque la candidature n'est pas là. Et alors, il faut voir maintenant si... Ça va être ça, le challenge du deuxième tour. Est-ce qu'il y aura une coupole de l'opposition contre le président ou pas? Parce qu'avec 35%, il est loin d'avoir une victoire assurée. D'accord, merci à vous, Luc Michel. On va renvoyer l'antenne côté de N'Djamena. Abdoulaye, vous avez l'antenne. D'accord, merci à vous. Mais l'autre à 31%, il le talonne. Voilà, merci Manuela. Je dirais que toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour ce petit incident indépendamment, je veux dire, de notre volonté. Voilà, je vais poursuivre la présentation de mes panélistes avant d'essayer un peu d'aborder aussi. Voilà, encore décidément, Abdoulaye, nous allons, en tout cas l'équipe technique fait tous ses efforts pour résoudre ce problème technique. On va continuer ici avec nos panélistes ici au plateau central. Donc, Noah Sadio, quelle est votre analyse? Quelle analyse que vous pouvez faire par rapport à ces élections, au premier tour des élections de côté du Niger? Mon analyse est inquiétante. Parce que Youssou,
Youssou, quelqu'un est en prison, il vient te talonner avec un petit écart. Michel a quand même expliqué ça par le fait aussi qu'il y ait plusieurs candidats. Oui, mais c'est ça l'Afrique, tout le monde veut être président. Degoudjo a bien expliqué cela, mais je vais vous dire que ça veut dire que Youssouf n'est pas populaire, qu'on se dise la vérité. Vous embastillez quelqu'un en prison selon votre et vous faites tellement de morcellement, les gens sont à gauche, à droite, vous n'arrivez même pas à avoir 40, mais vous avez 35, donc ça va se jouer. Hein. Ça, je crois que c'est encore... Si les autres sont un peu intelligents et ils coalient, je crois que le départ de Youssoufou ne tarde pas. Je ne suis pas quelqu'un qui donne les résultats. Hein. L'un de moi s'en fout. Mais ce que je vais demander aux Nigériens, c'est de faire un vote juste et de réfléchir avant de se plonger par rancœur. Et à dire quelque chose d'important. En Afrique, les gens ont tendance, parce que c'est Sadio, ah c'est mon frère, même s'il ne connaît pas qui est Sadio. Il faut connaître quelqu'un d'abord ou bien l'analyser, savoir où il vous amène, parce que souvent d'autres passent pour amener le feu. Il faut bien réfléchir à cela et voter. Je crois qu'ils accepteront les résultats quand ils seront. Mais le deuxième tour s'annonce. Déjà, il y a 60% des deux côtés réunis. Sans compter les petits qui ont grignoté des petites... je crois qu'on va au deuxième tour. Et pour le deuxième tour, je ne sais pas. Parce que l'homme africain a des soubresauts. Il ne vote jamais programme. Il vote sensibilité. Alors, est-ce que vous pensez que ces résultats témoignent du ressentiment des Nigériens vis-à-vis de Mahamadou Issoufou? Mais moi, ce qui m'a d'abord surpris, 7 millions. Hein. Je vois des pays comme le mien, des fois c'est 3 millions qu'on te dira qu'ils ont voté, ou 4 millions. N'entendez pas la démocratie qu'on nous attribue souvent. Les gens ne partent pas voter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé le président Abdou Diouf à dire à l'époque, même si on me reproche d'être trop sénégalais, c'est ça que je maîtrise. Il dit non, il faut qu'on ouvre les vannes. Parce que Senghor avait dit 3 partis, le camp socialiste, le camp républicain et le camp communiste. Alors, on s'est trouvé avec Majmoud Diop, on s'est trouvé avec Senghor ou Abdou Diouf plutôt. On s'est trouvé avec les démocrates, les républicains, et nous avons voté. Mais toujours est-il que ça ne dépassait pas la barre de 5 millions. Quand même, sur 20 millions ou 17 millions de personnes, si 5 ou 3 seulement partent au vote, c'est pas fameux. Mais eux, le Niger, je crois que c'est un peu plus... Je crois qu'ils ont la plus grande densité de natalité en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a une forte natalité, les femmes. Donc si 7 millions sortent pour aller voter, je leur dis bravo. Ça veut dire qu'il y a quelque part que la masse est sortie. Mais comme ils reprochent un genre de vote qu'on dit que tu es mon cousin ou mon frère, je te connais. Les votes ethniques. Ça devient un hic. Ça, moi, je vais aller prendre Tchumbu. Je dis non, c'est mon frère. Il est toujours, même si Tchumbu est du Canada. Alors ça, c'est pas vérifiable. Hein, ça, merci. Ça reste... Merci, justement, Stéphane Tchumbu. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à ces élections du côté de Niger? Oui, Manuela, j'ai écouté les uns et les autres. La question qui m'a le plus intéressé, c'est votre pas de témoignage dont les autres ont essayé d'énumérer. Mais il faut rappeler qu'une élection est un processus électoral. Et lorsqu'on parle de processus, il y a un certain nombre d'ensembles et de dispositions qui y conduisent. Vous aviez parlé donc de témoignages. Je pense que si on est arrivé à ça, c'est parce qu'il y a une disposition légale qui permet qu'on vienne avec un témoignage pour pouvoir le faire. L'opposition ne peut pas accepter, être d'accord avec ce principe, après venir remettre cela en question. Donc, le problème maintenant, est-ce que c'est fiable? Donc, c'est pas fiable. Nous sommes d'accord que c'est pas fiable. Mais si ils ont eu ce consensus, ils se sont entendus qu'il fallait évoluer dans cette démarche-là, je pense qu'il faudra aussi que l'opposition puisse faire preuve de maturité et de professionnalisme, qu'ils ont été d'accord pour un certain nombre de conditions. Parce qu'il y a un problème d'état civil là-bas, aussi qu'on dit. La plupart n'ont pas encore des cartes d'identité là-bas. Donc, il fallait donc permettre, parce qu'on connaît quand même quel est le Niger, donc il fallait permettre que les Nigériens puissent s'exprimer et puissent voter. Mais au-delà de la question, moi j'ai écouté le président Issoufou qui dit un truc très intéressant, que le gagnant dans cette histoire devra être le Niger. Qui est le Niger? Le Niger, ce pays qui a quand même traversé des instabilités de plus en plus. Mais la posture que l'opposition veut avoir aujourd'hui, parce que lorsque vous entendez dans les médias aujourd'hui, vous écoutez, l'opposition est en train de dire qu'ils ne vont pas accepter les résultats qui pourront sortir. Mais attendez, vous avez le président Youssoufou qui a quand même la machine étatique, qui pouvait se donner toutes les jeux, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, où on a quand même des scores, je ne vais pas, excusez-moi, soviétiques, où les gars utilisent la machine étatique pour s'écraser. Mais nous sommes dans une élection où M. Youssoufou sort avec quand même
37% et l'autre qui le suit directement à 30%. Donc on peut comprendre qu'il a donné quand même la lassitude et les moyens à l'opposition d'avoir le contrôle à cette élection. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Africains en ont marre de souffrir les contestations. Donc nous pouvons accorder de la crédibilité et de la transparence qu'a voulu ce président. Donc qu'on arrête donc ce spectacle de désolation des peuples africains où il faut toujours avoir une contestation après élection. L'Afrique n'en a pas besoin. Parce que le Niger est un enjeu géostratégique, ça aussi il faut rappeler. Donc il y a des externalités qui essaient de guetter, qui voudraient justement voir le désordre et l'anarchie se mettre. Donc je pense que je ne veux pas faire l'apologie ou bien je ne veux pas me constituer en défendeur du président Youssoufou, mais je pense que sur la trajectoire politique de ce président, essayons de capitaliser et voir justement qu'est-ce qu'il a garanti, est-ce qu'il y a stabilité, est-ce qu'il y a quand même redistribution des ressources. Je pense que dans ces volets, on peut l'encourager dans cette démarche. Non, à vous entendre parler, il faudrait qu'il soit réélu. Manuela, je ne suis pas nigérien. Je pense que les Nigériens décideront de tout. Mais je pense qu'il faut être sage, de lire, d'avoir la lecture politique, de voir ce qu'il a fait depuis son arrivée et la rupture qu'il a prônée. Vous ne pouvez pas, vous avez parlé de l'opposant qui est en prison, mais ça révèle du droit commun. La justice est en train de faire son travail. Il ne faut pas qu'il joue à la victimisation, celui-là, qu'il essaye de dire que c'est une épuration politique. Mais la justice, on lui a permis d'aller à cette élection, de faire le jeu. Mais je ne pense pas qu'il faudra en faire un procès. C'est un droit commun et ça va se résoudre. S'il est gagné, il le fera. Donc, que les gens qui veulent prêter d'autres choses à la machine ou bien à M. Youssoufa, qui a été quand même très crédible et très clair dans cette élection, ça il faut aussi le rappeler, parce qu'avec les machines qu'il a, la machine étatique, il pouvait avoir un score à la soviétique et passer au premier tour dans le jeu ouvert. Oui. Et notons particulièrement, Manuela, parfois on l'oublie, mais cette élection, ou alors ces élections étaient d'autant plus stratégiques que ce n'était pas seulement les présidentielles. Il y avait aussi les élections législatives. Pourquoi ? Parce qu'il fallait renouveler les membres du Parlement, quand même 177 parlementaires. Ça veut dire, cette élection travaille non seulement au niveau stratégique pour la nation nigérienne, mais également au niveau tactique. Pourquoi ? Parce que les actions que vont prendre les députés et le président, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, auront un impact réel ou alors direct sur la vie des Nigériens. N'oublions pas que le Niger, quand même, c'est l'un des pays, le Niger parmi les 3 pays les plus pauvres de la planète. Or, le grand paradoxe, c'est que le Niger est l'une des grandes ressources minières en ce qui concerne l'uranium avec le français Areva. Or, le français Areva est l'un des meilleurs, c'est le numéro 1 mondial. Et même au niveau technologique. Pourtant, même à Niamey, l'électricité n'est pas partout. Les besoins directs des Nigériens de nos jours, et ça devrait être les mêmes besoins qui devraient attendre de celui qui doit être élu après le deuxième tour, ce sont les besoins, premièrement, physiologiques. Ça veut dire manger, boire, dormir. Si vous ne parvenez pas à manger, vous ne parvenez pas à boire, vous ne parvenez pas à dormir, c'est difficile d'estimer à monter selon la pyramide de Maslow à un autre niveau de besoin. Mais cependant, après les besoins physiologiques, il y a le besoin de sécurité. Et dans le contexte actuel, c'est extrêmement important pour le Niger, la sécurité. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut pas développer un pays. Il ne peut pas avoir un digne développement économique si l'on n'a pas la sécurité. Surtout que depuis un certain nombre de temps, Mamadou Issoufou, pas seulement lui, que ce soit le président Déby au Tchad, le président Biya, le président Boari, ils sont en train de mobiliser une partie importante des recettes de la nation pour diriger vers l'armée dans la mesure où il faut faire face à la menace terroriste Boko Haram. Donc, ce que je pense, par rapport à ces élections, chaque Nigérien ne doit pas seulement voter son ennemi, son cousin, mais il doit savoir que la décision qu'il prend quand il est au niveau de l'isoloir aura un impact sur ce qu'il va mettre dans le pas demain et s'il aura la possibilité de dormir. Parce que dans les localités, par exemple, que nous avons parlé de Difa, de Zindé, etc., il y a pratiquement 100 000 personnes qui sont déplacées. Ce sont des pauvres, ce sont des bergers, ce sont des cultivateurs qui ne veulent que vivre. Mais quand Boko Haram les pourchasse, les poursuit pas, ça devient extrêmement difficile de pouvoir vivre. Pourtant, leurs conditions de vie étaient déjà déplorables. Donc, chaque Nigérien devrait tenir compte de ces variables-là. Ses besoins personnels et surtout son besoin de sécurité. Et espérons, c'est extrêmement rare dans beaucoup de pays, que les hommes politiques vont respecter leurs paroles. Parce que dans la plupart des cas, ils sont dans des bureaux ou ils sont dans leur palais, dans leur maison bien cousue, à Niamey et partout, pendant que le peuple est en train de souffrir. Oui. Nous espérons qu'ils vont tenir compte de cela et tout en sachant que l'intérêt prioritaire ne doit pas être l'intérêt personnel, mais ça doit être l'intérêt de la nation nigérienne. Voilà, merci à vous d'Alvarez Goudjon. On rappelle également à nos téléspectateurs que notre collègue Abdoulaye Saïdou est donc du côté du Niger. Nous l'aurons également en direct pour avoir plus
d'informations par rapport à ces élections présidentielles là-bas. Luc Michel, finalement, quels sont les enjeux d'une telle élection? Et on va quand même rappeler, on vient de le dire, le Niger est un pays en guerre. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que cette attaque de ce qui n'est plus Boko Haram, de ce qui est aujourd'hui, et mon Ziambi est là pour a écrit un livre remarquable là-dessus, c'est l'État islamique en Afrique de l'Ouest. On a sous-estimé Boko Haram, beaucoup d'analyses pendant longtemps. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai dit qu'on était dans la 3e génération du djihadisme, que ce djihadisme n'était plus des petites insurrections locales, mais un mouvement transnational et qui joue en même temps sur les géostratèges du chaos dans le camp américano-occidental. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, il frappe le nord du Cameroun, mais il n'y est pas établi. Il frappe les rives du Tchad, il n'y est pas établi, même si parfois les attentats vont jusque Djamena. Mais il est établi à cheval sur le Niger et le Nigeria, dans une transversale qui est ce qu'on appelle un État de facto. Il y a des parties du territoire, aussi bien au Nigeria qu'au Niger, qui échappent à l'autorité centrale. C'est ça la réalité. À partir de ce moment-là, on ne peut pas demander une démocratie parfaite, on ne peut pas demander des élections parfaites. Dans un tel contexte, qu'on arrive à tenir des élections réelles, pas, je le redis, une farce à la centrafricaine, ça ne va pas. Mais là, on est dans une élection qui est ouverte, on est avec 14 candidats, il y a toutes les sensibilités représentées, il y a même, c'est peut-être caricatural, mais il y a quand même un candidat qui arrive à faire campagne depuis une prison où on l'a mis pour peu importe les prétextes. Il y a des gens qui jouent le jeu. Il est important, évidemment, que l'État nigérien ne s'effondre pas. Si l'État s'effondre, c'est ce qui s'est passé en Irak, par exemple, c'est ça qui a permis l'explosion. Pourquoi l'État islamique qu'on appelait à l'époque en Irak et au Levant, qui est devenu Daesh ou l'État islamique tout court, pourquoi a-t-il émergé? Parce qu'il y a eu un effondrement de l'État irakien. Pourquoi a-t-on limité les pertes? Parce que l'État syrien ne s'est pas effondré grâce à ses alliés au Liban, en Téhéran et à Moscou. Si l'État s'est effondré, il ne faut pas qu'on arrive dans la même diagonale. Il ne faut pas oublier que c'est l'évolution de ce djihadisme de la 3e génération, c'est la théorie des dominos. Pas au sens où les Américains l'entendent, mais au sens où les stratèges djihadistes qui existent le font. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État s'effondre, on a un hub terroriste, c'est ce qui se passe, on va en parler dans la seconde partie du débat, c'est ce qui se passe en Libye. À partir du moment où il y a un trou noir, un vide terroriste, dans lequel, je le répète, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, on crée des institutions d'un État de facto, on lève les impôts, on organise de l'enseignement, des tribunaux, une armée, des services secrets. On peut imaginer si Daesh, avec ce que j'appelle moi sa tentacule ex-Boko Haram, État islamique en Afrique de l'Ouest, disposait d'un tel sanctuaire. Le maillon faible dans tout ceci, le maillon faible politique, c'est le Cameroun, à cause de sa situation, de son président âgé, etc. Mais le noyau faible stratégique, ça a toujours été le Niger, parce que c'est un pays extrêmement pauvre, c'est celui qui a l'armée dans le plus mauvais état, et donc il faut tout faire et appeler à la conscience nationale des politiciens nigérians pour qu'il n'y ait pas le problème de voir cet État s'effondrer, pour qu'il n'y ait pas des émeutes, des insurrections. On a, comme on l'a dit, un président qui visiblement a joué le jeu. Si vous n'avez joué pas le jeu avec l'opposition, vous ne faites pas 37 et 30%. Voilà, donc mais l'enjeu il est là, l'enjeu c'est pas du tout la démocratie au Niger, l'enjeu c'est pas de prendre un président pour un autre, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui différencie les candidats, lorsque vous voyez leur passé, etc. Ce sont tous des candidats, comme on dit, du sérail, il n'y a pas véritablement un candidat d'une nouvelle opposition, etc. À partir de ce moment-là, l'enjeu réel évidemment, c'est de maintenir l'État du Niger face à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'enjeu sécuritaire. L'enjeu sécuritaire, mais tout est lié, évidemment. En sachant que la sécurité, elle concerne
non seulement les 4 États qui font la guerre directement à l'État islamique, mais qu'elle concerne tout le golfe de Guinée. C'est la préoccupation du président Biagneman Massogo. C'est pour ça qu'il aide. Il n'a pas une grande armée, évidemment, en Guinée équatoriale, mais il aide financièrement, il aide avec des techniciens. Et c'est la préoccupation des Russes. C'est pour ça qu'ils sont intervenus au Cameroun. Ils ont fait des propositions à Bouhari, au Nigeria, parce qu'il y a pour le moment une fenêtre d'opportunité qui est le détachement de Bouhari de ses positions pro-américaines initiales. Le Niger, c'est un domino au milieu de tout ça. Vous en retirez un, tout s'effondre. D'accord, merci. Merci, vous, Luc Michel. On va rentrer de côté de N'Djamena. Abdoulaye, en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Hein. Vous avez l'antenne. D'accord, merci. Merci, vous, Luc Michel. On va rentrer de côté de N'Djamena. Abdoulaye, en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Hein. Vous avez l'antenne. Voilà, merci Manuel Asik. On espère aussi que cette fois-ci, on n'aura pas de problème de vision satellite. Voilà, Narcisse, moi j'étais avec vous. On n'avait pas fini les présentations. Voilà, on va vite faire les présentations pour vous aussi donner votre avis sur l'élection présidentielle au Niger. Bon, je dis que c'est un honneur pour moi d'être ce soir sur le plateau de la chaîne panafricaine Afrique Média pour apporter, comme d'habitude, ma modeste contribution aux questions d'actualité de l'heure. Je voudrais dire, surtout réagir par rapport à la nationalité qui vient d'être accordée au président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le peuple burkinabé a lutté et le peuple burkinabé voudrait voir Blaise Compaoré répondre de ses actes. Voilà que son mentor, Alassane Dramane Ouattara, vient de lui octroyer la nationalité ivoirienne pour le mettre à l'abri de la justice. Vous savez, après 27 ans de règne, Blaise est arrivé au pouvoir après l'assassinat de Thomas Sankara, son compagnon d'armes. Et aujourd'hui, Blaise est à l'abri parce que c'est lui qui a fabriqué Ouattara. C'est lui qui a été pour quelque chose pour l'arrivée au pouvoir de Ouattara. Voilà, je crois qu'Afrique Média aura l'occasion dans des prochains débats d'aborder cette thématique sur la nationalité ivoirienne qu'on vient d'octroyer à Blaise Compaoré. Voilà, je me retourne côté de ma droite. Je vais présenter Kaman Bedaou Oumar. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout que vous êtes universitaire. Voilà, vous intervenez un peu partout. Oui, j'interviens un peu partout dans les médias du Tchad avec plusieurs sujets d'actualité. Et je voudrais tout d'abord remercier la chaîne panafricaine Afrique Média pour m'avoir donné l'occasion de parler une énième fois, puisque j'ai déjà été invité à 2 reprises au niveau de votre télé. Et cette fois-ci, j'ose espérer que je ferai encore de mon mieux pour satisfaire les sujets d'actualité, voilà, notamment le Niger et la Libye. Voilà, essayer aussi d'éclairer un peu l'opinion des téléspectateurs. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà, on va commencer par le Niger, hein, comme Manuela a commencé là-bas. Voilà, le président sortant arrive en tête, talonné de près par son challenger, je vais dire Amamadou, qui est en prison. Est-ce que Issoufou a très très mal abattu sa carte ou bien comment expliquez-vous ça? Bon, moi je pense que Mamadou Issoufou, président sortant, pensait qu'il a un petit plan un peu élogé avec la construction du chemin de fer Dosso-Niamey, quelques bitumages, la construction des échangeurs et puis un peu, il a également apporté sa modeste contribution dans le cadre de la lutte contre la corruption, parce que le Niger est passé de la 134e place à la 99e place dans le classement de Transparency International. Donc, au vu de ces bilans, les partisans pensaient qu'il allait gagner au premier tour. Et leur slogan était « coup KO », comme ça a été en Guinée avec Alpha Condé, au Burkina Faso avec Christian Roch, Christian Kaboré. Ces résultats sont partiels. C'est même pas la moitié des bureaux de vote. Justement, mais j'en arrive. Ces résultats, je pense qu'un pays comme le Niger est gagné au premier tour, je crois que c'est de l'euphémisme. Parce que là-bas,
la démocratie est en train de s'enraciner. Est-ce que l'opposition n'a pas vu, parce qu'on a moins le quart des bureaux de vote qui ont été dépouillés, donc ces résultats-là, avec moins de 36%, est-ce que l'opposition n'a pas vu, c'est pourquoi une fraude, c'est pourquoi ils ont essayé de prendre le devant? Bon, je crois que l'opposition est en train de crier à la fraude par rapport au vote par témoignage. Ce vote peut offrir l'opportunité aux gens de bourrer les urnes. Donc c'est comme ça que l'opposition crie à la fraude. Mais je pense qu'un pays comme le Niger est très compliqué parce que les leaders traditionnels partagent les fiefs. Tu prends la région de Tillabéri, c'est Ama Amadou de Modem Lumana. Tu prends Niamey, c'est Ama. Tu prends Zender, c'est Maman Ousmane, l'ancien président de la République. Si tu prends Maradi, la deuxième ville du pays, tu as Seyni Oumarou de MNSD, Nassara. Et les autres partagent les régions de Difa, de Dosso, etc. Donc je pense que au Niger, ces élections vont être... Je crois que l'opposition n'a pas encore raison de crier. Il faut que l'opposition attende d'abord les résultats. Et je pense que le président sortant également n'a pas droit à l'erreur parce que le Niger est coutumier à des coups d'État. Il ne faut pas donner l'occasion aussi à l'armée de faire encore irruption dans la scène politique nigérienne parce que le Niger a connu plusieurs coups d'État, 74, 96. Récemment, il y a eu une tentative de coup d'État. Voilà, 2011 d'abord, le coup d'État de Salou Djibo d'abord, et puis ensuite, 2010 plutôt, et puis le coup d'État. Récemment, il y a eu encore une tentative de coup d'État. Donc je pense que le président a intérêt aussi à calmer les égos et surtout le tempérament des uns et des autres. Il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait clash. Voilà, je vais me retourner du côté de vous, M. Kaman Bedaou. Comment voyez-vous ces élections, ces premières tendances qui donnent Issoufou en première position et Ama Amadou Ségan, lui qui est en prison? Tous les bulletins n'ont pas été dépouillés. C'est peut-être le tiers ou le quart qui a été dépouillé. Donc, il faut s'attendre à un bouleversement. Parce que peut-être qu'on a dépouillé les bulletins des fiefs de certaines personnes, à telle enseigne que le président Issoufou est talonné par Ama Amadou. Mais vous savez qu'en Afrique, lorsqu'on organise les élections, ce n'est pas pour échouer, en principe. Et lorsqu'on dit qu'il y a des votes par témoignage, c'est un problème, étant donné que ces derniers temps, il y a des mouvements migratoires au niveau du Niger, avec l'effet de Boko Haram, qui a fait que beaucoup de populations se sont déplacées dans ces zones-là. Vous ne savez pas qui est nigérien, qui est tchadien, qui est camerounais, qui est nigérian. De toutes les manières, on partage une frontière commune, c'est la Tchad, par exemple. Donc, ce problème aussi peut jouer. Mais très souvent, quand on a par exemple 15 candidats, beaucoup de candidats vont, non pas pour gagner, mais pour se faire une place au soleil. Bien, faiseur de roi, vous voulez dire? Oui, ils veulent se faire une place au soleil, parce qu'au deuxième tour, ils vont dire, bon écoutez, je veux m'accrocher à toi, mais à la condition que j'entre dans le gouvernement. Très souvent, c'est le chef du parti qui décide, ce n'est pas les militants qui décident, c'est le chef du parti oui, qui mais avec ces s'attribue. résultats partiels, Issoufou, le président sortant qui a 36,4%, c'est possible qu'il gagne aussi au premier tour comme son slogan de campagne? Non. Vraiment, gagner le premier tour avec de telles talonnades, c'est quasiment impossible. S'il avait 40% et puis l'autre 19, 20% encore, on pourrait dire que les gens allaient tripoter. Mais là, avoir 36% et puis l'autre 31% talonné de plein pied par le second, qui était de surcroît accusé de tous les noms d'oiseaux, notamment l'histoire des bébés, etc. Et le type prend une telle ampleur, ça veut dire que cette histoire doit être fausse. Et que tout le monde se serait reversé vers Ama Amadou pour cette histoire, surtout pour cette histoire. Et l'attitude de l'opposition qui dit qu'il ne reconnaîtrait pas ces résultats-là à l'état actuel? Non, bon, peut-être que l'opposition a également ses raisons, mais il faut attendre le dépouillement de tous les bulletins du premier tour afin de voir
qui est le premier, qui est le second. Mais ce qui est sûr, ces deux-là risqueraient de passer au deuxième tour. Le premier tour risquerait de ne pas arriver. C'est quasiment impossible. Voilà ce cas de figure-là que tous les observateurs craignaient. Ama Amadou en prison, président Issoufou au deuxième tour. Qu'est-ce qui va se passer, Narcisse? Non, moi je pense que Ama, en réalité, c'est le prisonnier de Mamadou Issoufou. Issoufou connaît la capacité de nuisance de Ama Amadou. Ama est arrivé en politique lorsque la junte militaire a pris le pouvoir en 1974, en renversant le régime de Duri Amani. Amma a été directeur de cabinet de Seyni Kounché. Donc, Amma a été formaté. Il maîtrise les rouages de la politique nigérienne. Exactement, il maîtrise les arcanes du pouvoir nigérien. Donc, Amma n'est pas un inconnu ni un novice de la politique nigérienne. Et il a ses réseaux, il a un carnet d'adresses très bien étoffé et il est connu des Nigériens. Donc, aujourd'hui, Youssoufou a peur, sous prétexte que Amma est impliqué dans le trafic de bébés. Il l'a envoyé au Youf. Il l'a envoyé à la prison de Filengui, située à plus de 200 km à l'ouest de Niamey. C'est pour l'empêcher, c'est pour l'écarter définitivement de la scène politique. Mais voilà, ses partisans ont battu campagne et Amma est en train d'arriver. Pour ses partisans, Amma doit être libéré en tant que président de la République. Donc je pense que si effectivement il y a un deuxième tour, je crois que les carottes sont cuites pour le leader du PNDS, Karaya. Vous savez, Issoufou a passé tout son temps à susciter même des dissensions au sein des partis politiques nigériennes. Parce qu'il est au pouvoir, il a utilisé les moyens de l'État pour éliminer un adversaire de taille comme Ama Amadou. Mais aujourd'hui, le peuple nigérien est en train de décider du sort de Ama Amadou. Donc je pense que Issoufou ne peut pas arriver, il ne peut pas gagner au premier tour comme coup KO, comme le slogan de ceux qui l'ont précédé. Donc je pense que les choses sont en train de se compliquer. Voilà, mais il y a un acteur de taille aussi qu'on n'a pas évoqué ici, c'est les Nigériens, les électeurs nigériens qui sont déplacés dans le calme, la tranquillité. L'élection s'est déroulée normalement, sans incident. Monsieur Kaman? Bon, pardon, je suis un peu grippé parce que depuis une semaine, la ville de Niamey est couverte de poussière, donc j'ai pris le coup. En ce qui concerne le déplacement des Nigériens, cela veut dire qu'ils veulent la paix. Parce que le Nigeria a été troublé ces derniers temps par la secte Boko Haram comme les États voisins du Niger. Et si aujourd'hui ils vont dans le calme, je crois qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Je disais tout à l'heure en Afrique que chaque fois qu'on organise une élection, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Ah ben, Ouad l'a perdu, il a perdu au Sénégal. Oui, mais ça c'est dans les pays où vraiment la démocratie est en train de s'enraciner. Aujourd'hui, les gens veulent absolument qu'il y ait des élections avec des kits. Ça n'empêche pas le trucage, mais ça ralentit. Ça jugule un peu le trucage. Mais si les gens se sont déplacés dans le calme, ils ont tout intérêt. Parce que, d'abord, il ne faut pas se déplacer dans la violence, puisqu'on ne sait pas qui porte des bombes en ce moment. Et des bureaux de vote pourraient exploser. Donc, tout le monde peut se déplacer, mais dans le calme et surtout dans la crainte qu'une explosion se passe ici ou là. Deuxièmement, c'est le fait d'être assez politisé, parce que les gens ont certainement bien battu campagne et on a mobilisé les gens pour voter. Et troisièmement, le fait que les gens se déplacent assez nombreux et dans le calme, cela veut dire, et je reviens toujours, qu'il y a un problème entre Amadou et Issoufou. Certainement qu'il y a une injustice qui a été causée autour de Amadou. Sinon, il ne pourrait pas avoir ce score-là. Craignez-vous, on sait que le Niger est habitué depuis les années 90 à une instabilité politique, une éternelle réalité. Oui, mais en ce moment, les coups d'État ne sont pas vendables. Avec tout le désordre qui se passe autour de notre pays, vous prenez le pouvoir au Niger ou au Nigeria, mais vous êtes exposé à un certain problème. Il faut être assez brave pour braver les institutions et faire un coup d'État. Et de toutes les manières, vous risquerez d'avoir le coup de la CEDEAO, de la CEMAC, de l'Union africaine et des Nations unies. Aujourd'hui, le monde est unidirectionnel. Tout le monde est derrière les États-Unis, aligné derrière les États-Unis. Ils peuvent dire non, on bloque les pays et on vous asphyxie. Ce n'est pas comme en Libye où on a asphyxié la Libye pendant 7 ans, mais la Libye a tenu.
Chez nous, ici, on vous asphyxie pendant 2 mois, vous ne tenez plus. Donc il faut faire extrêmement attention avec les coups d'État, surtout que le pays n'est pas très stable et que le Tchad même est obligé de se déplacer pour aller assurer la sécurité du Niger. Donc il faut faire extrêmement attention avec les djihadistes qui sont à côté et venir au pouvoir. Ça pourrait être comme au Mali. Lorsque le coup d'État s'est passé, le type ne pouvait plus, comment il s'appelle Sanogo. Le capitaine Aya Sanogo. Sanogo était obligé d'appeler la France à sa rescousse et finalement les choses se sont dégradées comme on connaît aujourd'hui. Donc il faut faire extrêmement attention avec les coups d'État. Voilà, Narcisse, vous voulez rajouter quelque chose sur... Oui, je voudrais dire que par rapport au coup d'État, il faut pas que ce soit le coup d'État le plus comme celui du général Diendéré le 17 septembre dernier au Burkina Faso. Et ce coup d'État a suscité une condamnation, un concert de protestation au niveau de la communauté internationale. Donc je pense que c'est vrai que le Niger est un pays coutumier de coups d'État, mais comme la campagne a été une campagne civilisée, puisque ça s'est déroulé sans heurts, sans gravute, et il faut dans ces cas saluer aussi le patriotisme le plus élevé des leaders nigériens. Donc je pense que le Niger n'a pas intérêt, même s'il y a crise post-électorale, il faut chercher un apaisement. Il ne faut pas permettre à l'armée nigérienne de s'interposer encore comme arbitre, parce que l'armée nigérienne est une armée républicaine. Lorsque le vieux Tanja a voulu utiliser ce qu'on appelle le tarzatier, c'est-à-dire la continuité en Hausa, parce qu'il a fini son mandat, au lieu de partir, ces 2 mandats, il dit non, il faut encore 3 ans pour parachever les chantiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a compté sur l'armée. Tous les jours, il était en contact avec le chef d'état-major général de l'armée nigérienne, Tchanga. Mais il a été désagréablement surpris par le colonel Salou Djibo, qui était capitaine à l'époque. Et l'armée l'a renversé pour instaurer la transition qui a débouché sur des élections. Donc je pense que Tanja a intérêt à respecter, Youssoufou a intérêt à respecter le verdict des urnes. Il ne sert à rien de trafiquer même les chiffres. De s'entêter. Voilà, de s'entêter. Voilà, messieurs, je crois qu'on en reparlera on reviendra sur Afrique Média sur ces élections. C'est encore des résultats partiels. Les tendances commencent un peu à se dessiner. Voilà, merci Abdoulaye. Nous, on va aller du côté du Niger à présent et prendre notre collègue là-bas, correspondant, Abdoulaye Saïdou, qui s'est donc déplacé à l'occasion de ces présidentielles là-bas dans ce pays, en espérant que Abdoulaye Saïdou est déjà prêt. Donc, bonsoir déjà Abdoulaye. Vous êtes donc en direct de Niamey dans le cadre de ces élections présidentielles et législatives. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Oui, bonsoir Manuela et bonsoir à tes invités. Tu vas le constater, je suis obligé de parler doucement car le président de la CENI, Roubé Ibrahim, est en train de donner les résultats à compte-gouttes, arrondissement par arrondissement, département par département et région par région. Comme vous pouvez le constater, ça va prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Il faut rappeler qu'il y a plus de 7,5 millions de Nigériens qui ont participé à ces élections avec un taux de participation de près de 70%. Les Nigériens sont donc sortis massivement pour pouvoir choisir le futur président qui va conduire aux destinées de cette République. Il faut aussi rappeler qu'il y a 15 candidats au départ. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura un deuxième tour, comme le souhaitent d'ailleurs les opposants, ou juste ce premier tour, comme l'a souhaité et l'a rappelé le président Mohamed Issoufou, qui se présente pour un deuxième mandat de 5 ans. Le moment venu, nous vous en tiendrons informés lorsque tout sera fait. On annonce les résultats totaux d'ici demain soir ou bien même vers la fin de cette semaine. Ici, depuis le palais des congrès de Niamey, Abdoulaye Sadou et Yanisson pour Afrique Média Télévision. Voilà, merci. Merci Abdoulaye Sadou pour ces informations.
Donc, nous, on va continuer et profiter également pour sortir de ce sujet. Mais avant, Stéphane Tchumbo, j'ai une question d'un téléspectateur qui demande à vous poser cette question directement. Alors, pourquoi Issoufou, l'ami du président français, vous allez nous expliquer, pourquoi Issoufou, l'ami du président français Hollande, a des difficultés au premier tour malgré son bilan global? C'est une bonne question qu'on est en train de poser. Le président Issoufou, l'ami de François Hollande. Mais quel est le président qui n'est pas ami avec François Hollande? Il faut comprendre que nous sommes en politique, en terrain politique. Et ici, le président français ne va que guetter l'intérêt de la France. Oui. D'abord, c'est qu'il faut comprendre. Et pour l'intérêt de la France, il n'y a pas d'amitié. Donc je n'y crois pas à une amitié sincère en politique. Oui, c'est les intérêts qui sont mis en avant. Alors, on me dit donc que c'est l'ami de François Hollande. Si c'est l'ami donc de François Hollande, pourquoi on n'a pas œuvré pour qu'il puisse avoir un score qui pouvait lui donner de passer au premier tour? Parce que nous avions vu avec la Guinée-Conakry, où la France a vraiment œuvré pour aider le président Alpha Condé de pouvoir traverser, parce que vous avez des injonctions de l'ambassade de France qui disait clairement à Céline Diallo de respecter, qui donnait des injonctions, de respecter le verdict des urnes, qu'il n'y aura aucune contestation venant de cette opposition-là. Dont on l'a écarté. Donc, je pense qu'avec la lecture ou bien la question posée par ce téléspectateur, il nous démontre justement, clair et net, que peut-être M. Issoufou est en train d'être lâché par ses partenaires français. Oui, il est en train de se détacher aussi. Il est en train de se détacher, parce que vous le rappelez quand même, il faut qu'on le dise, que vous aviez le gisement pétrolier qu'on a retrouvé au Niger en 2012, qui a été concédé à la Chine. La France voulait quand même l'excluser l'exploitation de ce gisement, mais c'est la Chine qui a pu garder. Vous aviez M. Issoufou, moi je l'ai entendu, pour la commission du bassin du lac Tchad, oui, pour la lutte contre le Boko Haram, où il a demandé formellement à l'ONU, à la communauté internationale, de pouvoir donner les moyens aux forces déjà qui y sont, pour qu'ensemble on puisse mettre une force sous-régionale pour combattre le Boko Haram. Donc l'intervention, que ce soit de la communauté internationale ou bien onusienne, vraiment ne servira à rien, parce qu'on l'a vu un peu partout, qui n'ont que généré insécurité sur insécurité. Donc je pense que lorsqu'on a un tel déploiement ou bien une telle démarche de ce président, on peut considérer d'une manière ou d'une autre qu'il peut être lâché par ses pairs, ou bien il est en train de se détacher et se rappeler qu'il faut se rattacher à la volonté des peuples. Parce que c'est de ça aujourd'hui que nous sommes en train de parler. Que les présidents aujourd'hui puissent écouter les peuples. Parce qu'on ne fait pas la politique, parce que la politique n'existerait pas s'il n'existe pas le peuple. Et si le peuple existe, alors les hommes politiques ou bien les hommes d'État devraient comprendre que le peuple doit être au centre de leurs préoccupations, orientations et intentions politiques. Et avec ça, on peut le faire. Maintenant, avec l'élection que nous avons, vous avez parlé de l'enjeu sécuritaire qui est vraiment, parce qu'il faut aussi qu'on parle de cet enjeu sécuritaire. On a énuméré ici la précarité ambiante, qui est la grande précarité qui s'y vit au niveau du Niger. Mais vous avez des guerres qui ne sont pas l'émanation même de nos peuples, ou bien qui ne sont pas des guerres qui viennent d'intérieur. Ce sont des guerres qu'on nous impose véritablement. Vous aviez donc le budget qui est alloué, qui pouvait être alloué aux besoins sociaux pour que les peuples puissent retrouver. Aujourd'hui, on est censé revirer tout ce budget vers des questions de sécurité. Je pense que dans cet élan aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de se mettre ensemble et de dire qu'il faut ensemble éradiquer la question d'insécurité que vivent nos populations. Nos populations, ce qu'elles attendent aujourd'hui, c'est pouvoir manger, c'est pouvoir goûter. Alors, ne restons pas dans des querelles intestines. Il faudrait que les hommes politiques, que la classe politique puisse faire un sursaut patriotique et nationaliste et comprendre que le peuple doit primer et primer. Respectons les verdicts. Et je pense que si aujourd'hui nous avons M. Issoufou qui doit repartir à un deuxième tour, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le jeu a été ouvert. D'accord, merci à vous Stéphane Tchumbo. On va prendre cet appel du pasteur Soir depuis Ghana. Bonsoir. Bonsoir Manuela Siké, bonsoir Emmanuel Boudou, bonsoir Stéphane, bonsoir Luc Michel, que Dieu vous bénisse. Il faut dire que les élections qui se passent au Niger, je voulais dire que c'est candidat, 15 candidats. Pourquoi 15 candidats? Vous voyez, l'Afrique, on doit chercher à être révolutionnaire. On doit chercher à comprendre pourquoi l'Afrique souffre. Vous voyez le Niger. Le Niger
à des ressources. Et cette ressource qu'on appelle l'uranium, c'est aujourd'hui convoité par le monde entier. Lorsque chaque président qui a cherché également à avoir les yeux ouverts, tout ça, pour quitter également dans le vol, dans le mensonge des Français, il y a un coup d'État. Donc aujourd'hui, je pense que l'opposition devrait se mettre ensemble et trouver ce candidat et affronter également ce sous-préfet français. Que le président, c'est ce sous-préfet. Il est là pour gérer également les intérêts français parce que est-ce qu'il peut avoir un discours pour l'Afrique, est-ce qu'il peut avoir un discours pour libérer réellement le Niger? Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on était là-bas avec un Nigérien qui est descendé, ils appellent il a fait son doctorat en Côte d'Ivoire. Mais il nous a dit comme ça que s'il passait au Niger, au temps de Tanga, il allait également s'imprégner de la politique. Mais ce NAD, nous ne savons pas. Nous pensons que cet homme devait également s'imprégner puisqu'il allait encore apprendre la politique de Laurent Gbagbo. Donc, merci. Merci que le Merci également à vous, Pasteur Soa. Noah Sadio, un petit mot, peut-être pour sortir de ce sujet. Ouais. Mais d'abord, le monsieur qui s'est adressé à Stéphane, je lui dirais qu'Ama Amadou aussi a ses Français. Hein. Quand il a fui, c'est là-bas qu'il s'est parti se cacher. Et c'est eux qui l'ont envoyé pour troubler le jeu et tout ça. Ça, c'est un problème, un petit débat. Chacun a son Français, même moi peut-être. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que moi, il y a Luc qui a fait une analyse qui m'a un peu capté. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est en guerre, comme il le dit. C'est un pays qui n'est pas stable. Et vous avez su que dans l'armée, ils ont perdu beaucoup d'enfants. Ça, personne. Et d'ailleurs, comme l'a souligné mon ami du Tchad, c'est leur nom qui m'échappe. L'autre, je le salue pertinemment en costume. Il a dit que le Tchad est en train d'assurer une sécurité là-bas, au Niger. Et ce qui est vrai. Oui. Vous savez, les élections, ce n'est pas un défouloir, comme les Africains ont tendance à le croire. Si vous voyez, ça va me faire des ennemis, mais je connais la communauté nigérienne. Je suis souvent avec eux. C'est mes amis, sincèrement. Les Moussa, les gens, beaucoup. Les Djamarma ont tendance à voter Ama Amadou. Et les Aoussa et autres, tendance à voter Youssoufou ou tous ceux qui se tournent autour. C'est pas ça. Moi, c'est pas cette Afrique que je considère. Je voudrais que les gens votent parce que ça, c'est important. Et dans le cas du Niger, aujourd'hui, vous avez la Libye qui est, on y viendra, je ne le dirai pas, qui n'est pas stable. C'est une porte d'entrée et de sortie du Niger. Vous avez le Boko Haram qui les a un peu aussi égratignés. Vous avez beaucoup de problèmes. Donc chaque Nigérien qui prend sa carte devait réfléchir 1000 fois avant de la mettre au jeu. Parce que c'est un pays, pour la déstabiliser, ce serait rien du tout. Rien du tout. Parce qu'on dit que c'est un pays pauvre, mais c'est faux. C'est un pays très riche. Malheureusement, les gens ont voulu qu'il soit pauvre pour en profiter. Les enfants du Niger sont tous ailleurs. Comme l'a dit notre envoyé spécial au Niger, que j'estime beaucoup, parce qu'hier, il a fait un très bon travail avec M. Affinguistan. Ça, c'est autre chose. Je veux vous dire ceci, que ce problème du Niger, on dit, c'est tranquille d'abord. Mais si les gens, malgré quelqu'un qui est en prison, on lui permet de voter, disent que si on les vole, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent le mot vol. On te permet d'avoir un candidat qui est embastillé en prison, qui a 30. Wallah, je crois que, je ne suis pas Youssouf, je suis Youssouf ni qui. Je crois que là, chercher l'époux dans une tête bien rasée comme la mienne et celle de Luc Michel, c'est chercher l'impossible. D'accord, merci. Merci à vous, Noah Sadio. On va rentrer du côté du standard et prendre monsieur Nié depuis le Cameroun. Bonsoir, monsieur. Bien, c'est monsieur Nié qui est donc parti dans des petits problèmes. On va continuer avec vous, Davares Boudjou, pour terminer. Alors, notre collègue là-bas, Abdoulaye Saïdou, qui a donc posé cette question-là à la fin, qui s'est demandé s'il y aura un second tour par rapport à ces élections. Alors, mais avant de vous passer la parole, je vais rentrer du côté du standard et prendre cet autre appel. Bonsoir.
Allô, bonsoir, monsieur ou madame, vous êtes à l'antenne. Oui, madame, bonsoir. Oui, je m'appelle M. Tchingue depuis le Cameroun. Allô? Ok. Merci, madame. À mon avis, j'ai ce que je veux partager avec le panel. Déjà, je salue Manila City et puis je dis bonsoir à tous les panels. Monsieur Gabriel Boudjou et tous ceux qui sont sur le plateau. Enfin, c'est ce que je voulais partager avec les Africains et le monde de soi. Il y a cette exception. Chaque fois que les Africains ont, ceux civils africains, ou les villes africains ont choisi une personne qui peut représenter la part africaine dans nos États, en ce qui concerne les élections, il y a eu les pays occidentaux qui ont monté des situations comme crime, comme criminalité, comme des situations. En tout cas, beaucoup de choses pour les discuter. À mon avis, moi, je voulais que nous soyons hors de cette histoire-là. Nous sensibilisons le bas peuple. Parce que je prends un exemple ici au Cameroun. Je me suis pas à répondre ici. À cause de qu'on ne même pas ce que fait l'État au Cameroun. Je suis comme ça dans une ville du Cameroun, dans la région du Sud-Est. Ils ne sont pas au courant. Donc moi, je voudrais préférer que les États africains qui ont la volonté de travailler pour le bien-être de leurs compatriotes sensibilisent les États. Afin que nous nous séparons de tout cet embryonnage et toutes ces difficultés, par exemple, comme beaucoup avant et toute l'histoire-là. La base de tout ça, c'est pour un social économique. Et bon, maintenant, vous finissez. On m'a dit, mon frère, Stéphane Chibou, et M. Michel Lebage, bon conseil pour les Africains. L'oublier et se séparer totalement de leurs relations avec les pays occidentaux. Qu'il qu'en soit, parce que moi, j'ai pris un défi à l'Inde, il dit qu'il a information. Et je lui ai posé des questions et je l'ai défié. Donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles aujourd'hui nos grands frères, nos parents, nos grands-parents doivent se focaliser dans l'histoire qui ne nous appartient pas et avancer de génération en génération dans un monde qu'on ne connaît pas, dans une avenir qu'on écoute, qui est incertain. À mon avis, les correcteurs de cette histoire-là, c'est maintenant. Je compte sur tous les Français, je compte sur tous les Africains et les Africains, oui, c'est le monde. Monsieur Michel, nous comptons pertinent sur vous. Sensibiliser le monde pour le bien-être des Africains. Merci. Monsieur, on reste au standard. Bonsoir. Allô? Merci. Allô? Bien, on va prendre un autre rappel et on va également rappeler à nos téléspectateurs, lorsque vous prenez la parole, baissez ou alors éloignez-vous de votre poste récepteur. On va donc rester au standard et prendre cet autre appel. Bonsoir. Oui, je vous appelle du Niger et je vous dis que les Nigériens ont fait un vote remarquable. Les Nigériens ont fait un vote remarquable, sans passion, sans violence. Et ce que je voudrais dire aux familles, c'est de souhaiter d'avoir une bonne et parfaite déclaration de résidence et éviter de faire des choix et d'activer aussi des problèmes imprévisibles. Nous pensons que les familles sont assez responsables et il faut un travail remarquable pour l'Afrique et ils vont aider les Nigériens à passer cette étape. Nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays riche, certes exploité par le commerce, parce que la colonisation n'est pas terminée. La colonisation continue. Nous vivons cette colonisation au même titre que le Cameroun, le Tchad et les autres pays.
Et nous savons pertinemment qu'il faut que l'Afrique soit unie pour qu'on soit à bout de ce malheur. Pour cet appel qui nous provient justement du Niger. En tout cas, nous vous souhaitons toute la paix possible là-bas du côté du Niger et justement des élections apaisées. Donc, Davaris Goudjou, Abdoulaye Saïdou a donc mentionné, enfin, il a posé cette question, est-ce qu'il y aura un deuxième tour? Pourquoi est-ce qu'on devrait se poser cette question? Est-il possible que le deuxième tour ne se passe pas là-bas du côté du Niger? En réalité, tenant compte du niveau de déploiement actuel, personnellement, je suis persuadé qu'il y aura un deuxième tour. Pourquoi? Parce que certes, le président de la République du Niger actuel, le président sortant, s'était fixé l'objectif KO, donc de passer au premier tour. Oui. Mais nous voyons déjà, compte tenu déjà avec environ 30%, ça va être très très difficile. En fait, c'est quasiment impossible, à mon humble avis, de pouvoir passer au premier tour. Donc il y aura un deuxième tour. Mais pour finir, juste comme nous sommes en train de sortir, disons que le seul message que nous devons lancer en l'encontre des Nigériens, qui n'oublient pas, certes, le Niger est en grande partie couvert de désert, parce que la totalité du territoire. Mais ce sont des bassins sédimentaires qui ont été habités pendant des milliers d'années. Parce que cela fait partie du Sahara. Il ne peut pas avoir du gaz et du pétrole en Libye. Il ne peut pas avoir du pétrole au Tchad, au Nigeria, au Cameroun et partout. Et qu'il n'y ait pas au Niger. Mais ça, c'est l'héritage des Nigériens tous. Et ils ne peuvent exploiter cet héritage pour leur nation, pour leur patrie, que s'ils continuent à veiller à ce que les élections soient de manière apaisée. Que les voix qui pensent que si elles sont éliminées, si elles perdent les élections, elles ne vont pas accepter les résultats, je pense que ce n'est pas la sage décision. Qu'ils se rappellent que la vie du Niger ne se limite pas seulement à aujourd'hui, à cette élection présidentielle. Avant eux, il y avait le Niger, pendant eux, il y a le Niger, et après eux, il y aura le Niger. Et le Niger qu'ils construisent aujourd'hui, c'est le Niger qu'ils vont laisser à leurs enfants. Donc, ils laissent leurs intérêts personnels, ils défendent les intérêts de paix, de prospérité économique pour toute la nation nigérienne. Voilà, merci à vous Davaris Goudjou. On rappelle également qu'un autre panéliste nous a rejoint. On va lui passer la parole pour qu'il puisse également s'exprimer par rapport à cette thématique. Mais avant, on va rentrer de côté du standard et prendre cet appel depuis la Libye. Bonsoir. Oui, alors, bonsoir Afrique Média. Oui, c'est pour intervenir à propos de l'école du Niger. L'antenne, la prochaine fois que vous appelez, baissez le volume de votre poste de récepteur. Donc, Henri Diabaté-Mandin, vous nous avez donc rejoint. Malheureusement, nous sortons de cette première thématique, mais ce n'est pas grave parce qu'on va vous permettre, évidemment, de donner votre point de vue par rapport à ces élections présidentielles qui se déroulent là-bas du côté de Niger. Vous avez quand même eu l'occasion d'écouter à peu près les analyses des autres panélistes ici et même du côté de N'Djamena. Alors, ce que j'aimerais quand même vous demander, c'est également pour vous l'analyse, votre vision de la chose là-bas par rapport à ces présidentielles du côté du Niger. Manuela, bonjour. C'est déjà un grand plaisir de m'avoir invité. Mais, de ce qui me vient par rapport à la situation aux élections, à l'élection présidentielle du Niger, c'est que c'est d'abord le calme, les élections apaisées. À l'élection présidentielle du Niger, c'est que c'est d'abord le calme, les élections apaisées. Moins, non, généralement, les Nigériens sont un peu paisibles. Ah.